Vous avez demandé des albums de métal? Et si je vous servais tout ça? Bonjour à vous, ici Mom. Après la rediffusion de l'entretien avec Lucas de Avaland, que vous pouvez retrouver juste ici, et avant mes deux prochaines vidéos, que sont Pourquoi le métal divise et le bilan 2024, j'ai eu envie de vous parler de ces albums que j'ai pu mettre de côté, et pour lesquels j'ai apprécié la réécoute après plusieurs mois, voire plusieurs années, sans les avoir dans les oreilles. C'est l'occasion de vous parler à nouveau de disques que j'ai pu mettre en avant dans d'anciennes vidéos, mais aussi de présenter des albums dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. C'est un format à la cool, je pioche, je parle, et on est bien. Donc sachez que j'ai d'autres albums en stock pour ce format, donc si ce format vous plaît, et si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et sans plus tarder, on se lance avec le début de la pile, que sont Cypher. Donc si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que ces deux albums, je les ai eus pendant le confinement. En fait, il faut savoir que, forcément, la crise Covid a posé beaucoup de problèmes à plusieurs acteurs de la scène musicale, notamment des disquaires, des distributeurs, etc. Et pas loin de chez moi, du côté de Toulon, il y a justement Tentacle Industries, qui est aussi un tourneur, si je me trompe pas, qui organise des concerts, mais qui a aussi une distro, qui a aussi une boutique à Toulon. Ils étaient un petit peu dans la panade, parce que en absence de concert, forcément, leurs activités étaient un petit peu impactées. Pas essentiel, on s'en souvient. Et ce qu'il y a, c'est que Tentacle Industries avait besoin d'aide pour renflouer les caisses. Et ils proposaient en fait leur boutique, ils proposaient un peu des achats par correspondance. Et par Tentacle Industries, j'ai comme ça acheté le Zencom Affliction to Awaken the Dreamer de Twisted Into Form, qui est un album que j'aime beaucoup. Et pour vous dire toute anecdote, j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait en boutique en ligne, et j'avais vu qu'il y avait, je crois, du Dark Tranquillity, je crois, si je me souviens bien. Il y avait un album de Dark Tranquillity, ou de At the Gates, je me souviens plus. Bref, il y avait un album comme ça de Melodic Death qui m'intéressait, sauf qu'il ne l'avait plus en boutique, en fait, il n'y avait plus à retrouver. Et le gars de Tentacle Industries m'a proposé plusieurs trucs, il m'a dit tiens, vu que je l'ai pas retrouvé, regarde un petit peu dans la boutique, il y a des choses qui t'intéressent. Et je tombe sur ça, Cypher. Je sais pas du tout ce que c'est. Là on voit le premier album avec une cover qui est très à la maison, on va dire. Et un deuxième album en digipack qui est quand même un rendu un peu plus professionnel déjà. Et bien moi je vois ça, je fais ok, moi je suis un gros digger. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse énormément ça. Alors forcément je savais pas ce que c'était, parce qu'en plus il n'y avait aucune information. Donc le seul moyen de savoir ce que c'était, c'est d'acheter et d'écouter. On sait jamais, on peut avoir une pépite cachée. Alors honnêtement c'est un plaisir de gros nerd de ça, On est sur du death metal assez mélodique. Et moi je trouve honnêtement cet album là, notamment en particulier un Chaos Sign, il est très Carcarias dans l'âme. C'est-à-dire avec beaucoup d'élan mélodique, un son quand même plus death metal, plus brut qu'on se compare en Carcarias. Et là par contre ce Epidemia, on est vraiment sur un disque à la maison, avec un son un peu crunchy par moment. Mais franchement j'avais acheté ça, et je sais qu'en l'écoutant pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter, parce que, je sais pas, il y avait quelque chose un peu frais, quelque chose d'un peu pas novateur j'ai envie de dire, mais un peu... tu vois ce plaisir quand t'écoutes un petit groupe, et que vraiment tu sens que c'est fait avec le cœur, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir particulier, ce plaisir de... Ouais, ça pourrait être mieux, mais en même temps... c'est fait avec sincérité, quoi. Alors je sais que c'est des mots qui veulent un peu rien dire. Il y en a qui vont peut-être me rebondir dessus en disant ouais même ça veut rien dire sincérité, machin bidule. Alors attention, je dis pas que les grosses industries n'ont pas cette sincérité ou quoi. Enfin on n'est pas sur ce débat là. Mais il y a vraiment ce plaisir de l'artisanat, j'ai envie de dire, du DIY, quelque chose vraiment de très particulier. Alors à trouver sur internet c'est un peu compliqué. Je mettrai quelques extraits quand même en vidéo, parce que je sais que ça, c'est pas protégé. Là, je pense que Content ID, il va pas repérer ce que c'est ça. Mais vraiment, bonne pioche. Et encore une fois, c'est pas forcément le fin du fin. C'est pas, encore une fois, un trésor caché. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je réécoute ces disques-là, parce que, tu sens que c'est des gens qui ont fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, quoi. C'est un peu comme le Style Trip que je vais présenter dans le bilan 2024. Et Style Trip, voilà, que j'ai découvert au hasard en regardant le documentaire sur le métal dans la région marseillaise. Style Trip, pareil, voilà, j'en remettrai une couche, et je le mets déjà là, et vous verrez, c'est très sympa.
forcément dans la pile, c'est pas rangé du tout, hein. J'ai pris comme ça un peu au pif dans mes disques, parce que là, on passe sur un tout autre niveau, avec Intervals, The Shape of Color. Intervals, ah, j'avais découvert ça en 2016 par là. En fait, faut bien savoir que la scène Gent, prog moderne, a vraiment débuté avec Animals as Leaders, avec le premier album sorti en 2009. C'est vraiment là où la bulle a explosé en fait. Et le premier album d'Animals as Leaders, moi j'étais en 2010-2011, ça m'avait mais subjugué. Et en fait, c'est vrai que c'est une scène où j'avais plutôt creusé le côté math metal. Et en fait, en découvrant Animals as Leaders, je me suis dirigé vers Meshuggah. Et j'ai pas trop creusé autour d'Animal as Leaders à ce moment-là à l'époque. Par contre, en 2015, était sorti The Joy of Motion d'Animal as Leaders, et une tournée a été faite par la suite. Et donc, on était en 2016, quand Animals as Leaders passe dans le sud-est de la France, dans la salle Le Rats à Fréjus, celle qui a définitivement fermé et qui ne rouvrira jamais. Il y avait Pliny, Intervals et Animals as Leaders. Et je me souviens qu'à cette époque-là, Pliny et Intervals, c'était the big thing. C'était vraiment le gros truc qu'il fallait suivre, à tel point que vraiment Pliny et Intervals tournaient tellement ensemble que parfois Pliny jouait dans Intervals pour remplacer un guitariste. Et à l'époque, on parlait de Plintervals. Tu sais, mot valise pour mettre Pliny et Intervals ensemble. C'était vraiment la sensation. À cette époque-là, Pliny et Intervals, ça pétait tout. C'était vraiment en avant. Et donc ce concert-là, Pliny, Intervals, Animals as Leaders, moi, faut savoir que Pliny, c'est pas une formule qui m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il y a une grosse sensibilité cynique dans Pliny, mais je trouve ça un peu trop éthéré, un peu trop joyeux, tu vois. En fait, il y a un côté songe, un côté rêve qui ne me parle pas du tout, parce que ces couleurs, cette manière de présenter le rêve et le songe ne me correspondent pas. C'est pas la poésie qui me touche. En revanche, Intervals, ça a été... Alors autant, j'ai pas souvenir de ce qu'ils ont joué en live, mais j'ai souvenir de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Je me suis dit, faut absolument que j'achète leur album. Et donc là, The Shape of Color. Je crois que vous avez rien vu à la caméra, c'est pas grave. C'est vraiment un disque remarquable. Là, vraiment, je sais qu'en plus, il a été remarquable à différents stades de ma vie. Au début, tu vois, je l'ai acheté, je l'ai écouté, j'ai bien aimé, j'ai apprécié l'expérience. Il a fait mon été 2016. C'était super sympa. Mais je l'ai vraiment redécouvert en 2017. C'était aux alentours de février-mars. Il faisait pas très beau, il faisait plutôt froid même. J'avais une année scolaire assez éprouvante. Et en plus, j'avais des formations où il fallait que je fasse 1h30 de route pour aller au lieu de formation, 1h30 aller, 1h30 retour. Alors que le mercredi, j'aurais plutôt préféré me reposer. Et donc j'écoutais Intervals, The Shape of Color. Et à ce moment-là, il s'est vraiment dévoilé à moi. Par exemple avec le morceau Meridian. Meridian qui moi m'évoque beaucoup les musiques de Secret of Mana. Pour une raison, voilà, on va dire personnelle. Mais en fait tout, hein. I'm Awake, Sure Shot, Fable, Sweet Tooth, Black Box, Sleight of Hand, Meridian, Libra. Tous ces titres-là sont mais incroyables, très bien dirigés. Vraiment, il n'y a pas un moment où tu t'ennuies. L'album est assez court, je crois qu'il fait environ 40 minutes. Et vraiment, Shape of Color, ouais, c'est ça. T'as vraiment plein de couleurs, plein de textures. Et c'est hyper gourmand. Là où je suis un peu déçu, c'est que Intervals a continué sa carrière. Et je trouve que les albums suivants, après Shape of Color, ils sont un peu moins bons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, Intervals, c'est toujours un immense plaisir de les écouter. Exactement comme Arc Echo. On voit quand même pas de similitude hein, au niveau du choix de couleurs. En fait, Arc Echo, Intervals, c'est la même scène. Hein. C'est la même scène, c'est des Américains, ultra techniques. Oui, parce que c'est vrai, Intervals, ouais, c'est du prog bien technique. Et c'est vraiment cette vague prog, vraiment 2014, 2015, 2016. Il y avait cette vague en fait du revival prog avec pas mal de synthé, un côté très enjaillant, un côté très joyeux. Et c'est vrai que finalement, le Joy of Motion d'Animal as Leaders, c'est pour ça qu'il avait un petit peu surpris à l'époque. Parce que Joy of Motion était un petit peu plus léger, en même temps la joie du mouvement, hein, et que ce qu'il y avait auparavant. Et je sais que ouais, il y en a par exemple Physical Education qui est le tube d'Animal as Leaders, il y a beaucoup qui l'aiment pas. Hein. Pourtant ce Joy of Motion et Physical Education c'est banger quoi, c'est vraiment excellent. Et Arc Echo en fait il est clairement dans cette mouvance du prog moderne, hyper positif, hyper engageant, gourmand j'ai envie de dire. Et c'est vrai que moi j'avais découvert le Arc Echo avec Afterburger.
Burger, Afterburger. Peut-être un petit jeu de mots avec Afterburner. Parce que oui, il y a beaucoup d'inspiration jeux vidéo. On sent que les membres de Arc Echo, mais aussi Intervals, bah, c'est des kids des années 80-90. Ils ont grandi avec les jeux vidéo. Et donc, ce qui fait que dans leur musique, c'est pour ça que je pensais à Secret of Mana avec ça. Tu sens que dans ces albums-là, il y a des inspirations jeux vidéo, notamment dans le côté très fusion, très énergique. Parce que voilà, tu prends les JRPG des années 90, de l'âge d'or de Squaresoft, c'était des musiques qui étaient hyper engageantes, hyper énergiques, hyper fusion. Et là, tu prends les jeux d'arcade type Contra, Probotector ou Castlevania, enfin ça déborde d'inspiration hyper riche, rock, musique classique et tout, enfin tout ce qu'il faut pour faire des musiques qui te mettent bien quoi. Et Arc Echo est clairement là-dedans. Je crois que leur morceau Color Wheel, qui est vraiment aussi un tube hein, de l'album, je crois qu'il a dépassé le million de vues. Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est quand même, c'était très populaire à une époque. Et d'ailleurs c'est curieux parce que on dit comme ça banger tube dans le prog. Enfin un morceau de prog qui fait 1 million de vues sur YouTube. Ouais c'est un tube. Et vraiment la Color Wheel, il commence avec ce piano mais tellement doux, c'est un bonbon, c'est un bonbon. Et ce qui est marrant avec cet album c'est que moi je préférais la première partie, donc Earthshine, Afterburger, Hip Deeper, Color Wheel. Et la suivante, la deuxième partie, Bloom, Spark et le duo Sometimes avec My Head Sometimes et My Heart Sometimes. J'avais un peu plus de mal avec la deuxième moitié. Et en fait, le temps faisant son œuvre, et ben j'aime l'album dans son intégralité. Donc voilà, Arc Echo, Intervals. C'est pareil, Arc Echo comme Intervals, je trouve que les albums suivants sont moins bons. C'est vraiment des reliques d'une époque qui est totalement révolue. Cette époque du prog moderne, très coloré. Que finalement, bah, tu vois, t'as Animals as Leaders qui a marqué une nouvelle étape dans le prog moderne avec ce côté très gent. Et Pliny, lui, il est venu bousculer la bousculade, tu vois. Animals as Leaders a bousculé la scène. Et bah Pliny est venu rebousculer ça derrière. Et en fait, on a encore aujourd'hui des restes en fait de ce prog moderne très coloré, très joyeux. Et là, c'est plutôt les guitaristes, on a sur Instagram et TikTok, des gens qui sont très techniques et qui vont jouer en clean. Je pense que vous avez plein d'exemples comme ça justement de guitaristes actuels qui sont mais des monstres techniques et qui en plus ont un son clean. Alors attention, c'est parce qu'il y a un son clean qui a aucune retouche, hein. Je veux dire, il y a quand même des retouches. Mais en même temps, le son authentique dans le métal, faut s'en détourner, ça veut pas dire grand chose. Je veux dire, même un son clean, pour qu'il sonne bien, surtout dans l'ultra technique, dans le très progressif, il faut modifier, il faut traficoter, tu peux pas le laisser raw, voilà. On est toujours dans la période 2016-2017 avec Atlantis Chronicles et l'album Barton's Odyssey. Alors tu vois, je parlais de Arc Echo et Intervals en disant que les albums suivants m'ont moins convaincu. Atlantis Chronicles, bon, leur premier album, je suis pas très fan. Mais alors leur troisième album, je crois que c'est Naera. Non, c'est pas Naera, c'est pas du tout ça. Je vais faire une recherche rapide pendant que je te parle en même temps. Mais je sais que le troisième album d'Atlantis Chronicles, j'ai vraiment eu du mal. Et pourtant, qu'est-ce que je l'ai attendu, ce troisième album. Parce que, faut bien comprendre que ça, Barton's Odyssey, c'est un monstre quoi. Le troisième album c'est Nera, N-E-R-A, tout simplement, je te mettrai la cover. Mais là, Barton's Odyssey, je m'en souviens très très bien. Et ça, je pourrais en parler dans la deuxième partie si ce format vous intéresse. Mais il y avait un groupe que j'ai découvert en 2014 qui est Locura, L-O-K-U-R-A-H. Et Locura, c'est vraiment un groupe de melodic death français, très groove, et vraiment très intéressant. Je vais pas en dire plus parce que faut que j'en garde si je fais la deuxième partie. Et en fait, je crois qu'un des membres du groupe a repartagé du Atlantis Chronicles. Et je découvre ça, ouais, 2016, je fais oh purée, c'est trop bien. Et en fait, c'était pendant la campagne de promotion où ils commençaient à parler justement de la sortie de leur nouvel album. Donc il y avait une précommande, t-shirt, album. Et ben, on le verra après avec l'album suivant. C'est un des premiers albums de groupe que j'ai eu. Un des premiers, t-shirts de groupe que j'ai eu. Donc j'ai un gros affect avec Atlantis Chronicles. C'est un groupe que j'ai vu 2 fois en concert. Et vraiment, enfin, cet album, il est remarquable. Je sais que certains ont du mal avec le son. C'est vrai que c'est un son très compressé. On est vraiment en 2016 quoi. On est vraiment dans la mouvance deathcore, metalcore compressé, très riche. Donc c'est vrai que même la batterie par exemple, elle prend beaucoup de place dans le mix. Et on a cette impression voilà, c'est très compact quoi.
Sauf qu'il y a beaucoup d'arrangements aussi. Il y a une grande diversité de textures, grande diversité aussi dans les guitares. Et puis on ressent le côté océanique, aquatique. Moi je sais que ce Barton's Odyssey, il est aussi en instrumental sur leur Bandcamp. Donc si jamais la voix, pourtant la voix elle est excellente hein, mais je sais que la voix elle est un petit peu metalcore. Et certains ont du mal avec ça, certaines et certains. Mais si la voix metalcore vous gêne, bah, prenez la version instrumentale qui montre en fait toute la maestria instrumentale qu'est ce Barton's Odyssey. Voilà, le premier album c'était 10 Miles Underwater. Voilà, et Nera qui est sorti en 2022. Nera est bien, hein, c'est un bon album, mais c'est très très loin de ce qui a été fait là. Ça n'a rien à voir. Limite t'as l'impression que c'est un autre groupe. Mais c'est vrai, le groupe évolue. Et comme j'ai toujours dit, je préfère un groupe qui me convainc pas en changeant de formule, plutôt qu'un groupe qui se repose sur sa formule établie. Donc voilà, Barton's Odyssey, excellent. Nera, intéressant, mais pas pour moi, ça me correspond moins. Je disais justement que Atrocious Chronicles, c'est un des premiers t-shirts de groupe que j'ai eu. Eh bien, parce que le tout premier, alors c'est un Vector que je n'ai plus, parce que bah, il était taille S et maintenant je porte du XL. Voilà. Mais Liminol. C'est quoi Liminol? C'est Exivious. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la chaîne, mais Exivious c'est du jazz metal. En fait, un des membres de Exivious a rejoint Cynic pour Trestiner. Donc vraiment, c'est Timon Crudenier. Timon Crudenier, dis-le comme tu veux. Voilà. C'est lui. Timon a joué dans Cynic, dans Trestiner. Donc Exivious, j'en ai déjà parlé dans la vidéo justement sur le Hellfest, je crois. Moi j'en ai parlé à ce moment-là. Et donc ouais, le premier album d'Exivious, je découvre ça, c'est la sensation quoi. C'est vraiment l'album qui est, à ce moment-là, il est parfait pour moi. C'est impeccable. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup le fusion, j'aime beaucoup ces inspirations un peu qui font penser à ces jeux vidéo de mon enfance. En fait, c'est des albums qui contiennent des éléments esthétiques qui me rappellent ces capsules de bonheur. Liminol, c'était une campagne de financement participatif alors qu'on était en 2012 quoi, donc c'était vraiment au tout début de cette pratique. Et finalement, en fait, ça a bien marché cette campagne et ça a été après édité chez Season of Mist. Mais ce Liminol d'Exivious, moi je me souviens qu'au début je l'avais acheté, j'avais été déçu. Déçu parce que le premier album, j'avais un tel affect que quand je l'ai écouté, je l'ai pas vraiment compris. Mais bon, en réalité, c'est excellent. C'est excellent, c'est très texturé, c'est très tranquille. Et je pense honnêtement que s'il y a des personnes qui veulent se mettre au métal, mais qui savent pas par où commencer, bah commencez par Exivious. Exivious, c'est excellent pour se mettre dans le métal en douceur. Bon, là celui-là je pourrais pas vous montrer le t-shirt parce que taille S il ne va plus. Et en plus il était très abîmé parce que figurez-vous que le t-shirt il est beaucoup porté. On parlait comme ça justement de prog, comment ça avait évolué dans les années 2010. Et donc là il faut forcément que je sorte un gros morceau aussi. Pareil, c'est un groupe que j'avais un peu mis de côté. Pourtant j'en ai pas mal parlé dans la chaîne. Beyond Creation. Alors, je sais que on en a parlé et justement si vous avez suivi l'entretien avec Lucas de Avaland, on a beaucoup parlé quand même de Beyond Creation. C'est normal parce que ça, durant toute la décennie 2010, Beyond Creation c'était pareil, the big thing quoi. C'était vraiment le truc quoi. Alors, Beyond Creation, The Aura, je l'ai pas l'album. Voilà, je l'ai pas parce que le premier album de Beyond Creation, eh ben je ne l'apprécie pas tant que ça. Je trouve trop riche. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le premier Beyond Creation. J'avoue que je l'ai pas réécouté depuis tout ce temps. Mais c'est vrai que The Aura, je le trouve plus brutal, moins diversifié. Je trouve qu'il y a quelque chose qui m'embête un petit peu dans la formule The Aura. Et ce que je disais avec Lucas d'Avaland, c'est que ceux qui ont aimé The Aura ont eu du mal avec Algorithme. Et au contraire, des gens comme moi qui ont pas trop apprécié The Aura ont aimé Algorithme. On y reviendra. Earthborn Evolution, j'ai découvert ça en 2015 et ça a été vraiment la redécouverte quoi. Ça a totalement métamorphosé mes goûts. Il y a un avant et un après, vraiment. Et j'avais eu un dégoût de Earthborn Evolution. Je disais l'ultra technique, j'en ai marre.
Ouais, pendant facile 4 ans, je l'ai pas écouté. 4 ans, voire 5 ans. Et je l'ai ressorti l'année dernière et cette année. C'est un enchantement. C'est un enchantement cet album. Vraiment. Ah, il y a des parties de basse qui sont mais délicieuses. Non, vraiment, c'est. Oh, rien que d'en parler, j'ai des sons qui me viennent, j'ai des passages qui me viennent et c'est. Ah non, mais ça, c'est une aventure quoi. C'est un album historique, vraiment. Ce Earthbound Evolution, c'est un immanquable. Algorithme. Bah, cet album-là, il est très attendu quand même parce que. Faut bien savoir que Beyond Creation, c'est quand même un groupe qui a défrayé la chronique. Earthbound Evolution est sorti en 2014. Algorithme en 2018. En 4 ans, les gens ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça va donner de nouveau Beyond Creation? Bah, ils ont levé le pied. C'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus smooth, beaucoup plus éthéré aussi. Plus long, j'ai l'impression aussi. Je vais vérifier avec mes sources sûres. Ouais, quand même, Earthbound Evolution, c'est 46 minutes. C'est pas rien. Et 50 minutes. Donc, c'est vrai que 50 minutes, bon, pique un peu sur la fin, mais c'est vachement plus doux, c'est vachement plus tranquille. Enfin, même si parfois ça avoine comme il faut. Mais je trouve que c'est plus mesuré et ça me correspond plus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce algorithme de Beyond Creation. Moi j'ai beaucoup apprécié. Mais Earthbound Evolution vraiment historique, cultissime cet album. Et là je vois la vidéo progressant. Je suis même pas sûr de faire toute ma pile. On va voir. Allez, on continue. Alors là on va changer. Vraiment on va changer de style. Pas tout à fait en fait. Mais on va voir qu'on n'est pas très loin de Beyond Creation puisqu'on est avec Cryptopsy, Non So Vile. Toujours au Canada. Mais on n'est pas sur la même époque. Là on est en 98. Et moi je me souviens que au début Cryptopsy, quand j'ai découvert le death metal, notamment le tech death avec Death, Theist et compagnie, je tombe sur ça, je comprends pas quoi. En général c'est du brutal. Et c'est pareil que Licata Flame, il m'a fallu du temps. Par contre, quand j'ai redécouvert ce Non So Vile de Cryptopsy, alors déjà moi, la cover déjà, elle me donne envie d'aimer l'album. Parce que la cover, je trouve vraiment super. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Mais alors justement ce son, on va dire, assez peu retouché. Pour des standards d'aujourd'hui, le son il fait raw, il fait brut. Et la batterie des fois, elle est cracra. Des fois la batterie elle est pas en place. Hein. La batterie elle est pas dans le temps. C'est pas grave. Ça en fout partout. Alors ouais, c'est sûr que si t'es un progueux. Alors moi je suis progueux. Mais je suis pas progueux en mode... je vais relever les fautes de goût et tout ça moi. Je veux dire si la faute de goût elle fonctionne, moi elle me va très bien. Et Cryptopsy c'est vraiment un manifeste quoi. C'est on te met ça dans la gueule, tu prends ou tu prends pas, on en a rien à foutre. Mais en même temps ça a été influent, ça a été déterminant. Quand tu vois que justement Licata Flame, parce que voilà les gens qui disent que Licata Flame c'est similaire à Death, non c'est similaire à Cryptopsy. Licata Flame c'est Cryptopsy en prog. Et c'est incroyable. Et justement, s'il y en a qui demandent encore, c'est quoi la différence de technique et progressif? Bah, Licata Flame, c'est progressif. Ça, c'est technique. Alors, c'est pas technique fin, chiadé comme nécrophagiste, mais c'est technique dans le sens. Faut le jouer quand même, hein. C'est ça? Faut le jouer. Tu vois? Il y en a qui vont dire, je m'acharne. Pas du tout. Mais ça, c'est. Au niveau technique, ça, c'est l'équivalent du Archspire des années 90, quoi. Dire c'était réputé injouable. Les parties de batterie elles étaient dinguissimes hein, à l'époque. En même temps 98, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. C'est une année où il y a eu des albums mais monstrueux. Alors je sais que j'ai fait une erreur dans ma vidéo du death metal autour du monde. J'ai parlé comme ça d'un album qui était c'était Cenotaph sorti en 96 et j'ai présenté des albums sortis en 98. Bah, c'est pas grave. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Vous regardez mon erreur et vous verrez. Tous les albums sortis en 98, c'était la folie quoi. Et devinez quoi? C'est Mom du montage. Il faut croire que j'ai du mal avec 96 et 98 parce que Cryptopsy, Non So Vile, c'est 1996. J'ai fait la même erreur que pour Cenotaph dans la vidéo du death metal autour du monde. Mais toujours est-il que 98 est une excellente année. Et Non So Vile est un album encore plus influent et encore plus historique que ce que je pensais, puisque sortir Non So Vile en 96, c'est sacrément balèze. Allez, retour à la vidéo. En Cryptopsy, Non So Vile, Blasphemy Flesh, l'album précédent, je l'aime bien, mais je trouve qu'il est moins varié, je le trouve moins intéressant. Par contre, le suivant, Whisper Supremacy, un peu sous-côté, est vraiment sympa. Alors là c'est un album dont j'ai pas beaucoup parlé.
Et il y en a quand ils vont le voir, ils vont dire ah Mom il essaie de grappiller, la Mom il essaie de... Dis ce que tu veux, je m'en fous. Crystal Throne. Ah bah oui, Crystal Throne. En fait, pour tout vous dire, Max Soimi, il me l'a envoyé gratos. Et pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai participé à la précommande du deuxième album. En fait, moi j'ai été honnête avec Max Soimi. Au début, quand je l'ai écouté, Crystal Throne, je trouvais ça sympa, mais j'avais du mal à rentrer dedans. Et après, de l'aveu même de Max Soimi, c'est un disque qui a été fait. C'était un morceau par soir, c'était fait en stream. Même s'il a dépensé beaucoup d'argent, il a mis beaucoup d'efforts dedans. C'est que la production, il n'a pas pu aller au bout de son ambition. Et finalement, le deuxième album de Max Soimi, de Crystal Throne, lui ira au bout de ses ambitions. Mais cependant, j'ai laissé maturer en fait pendant plusieurs mois, voire années, je l'ai pas écouté. Et je l'ai ressorti récemment. Bah, ça marche super bien en fait. Quand tu remets dans le contexte d'un album qui a été fait avec un morceau par stream, bah, c'est vraiment pas mal. Alors c'est vrai que il y a des fois, la production ça passe pas tip top, surtout dans un genre du heavy progressif. Et ça c'est une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que le prog peut admettre, je dirais pas des fautes de goût, mais parce que c'est pas une histoire de faute de goût, mais est-ce que le prog peut admettre une part d'erreur? C'est que le prog c'est quand même assez intransigeant, parce que en fait l'adjectif prog implique auprès de l'auditeur et l'auditrice certains éléments qui font que est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer. Et moi je sais dans mes habitudes, si on m'annonce du prog, eh ben je vais avoir des standards un peu plus hauts. Et ça c'est une vraie question, c'est est-ce que le prog peut être une musique populaire à partir du moment où il y a des standards aussi élevés. Mais voilà, si on le prend comme un album de heavy metal revival, ça marche très bien. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à dire heavy prog parce que quand même ça tricote, il y a une diversité rythmique et harmonique dedans. Moi j'ai tendance à dire que c'est du prog. Mais c'est vrai que Heavy Revival, tu le prends bien quoi. Donc c'est un album sympa. Et voilà, moi je suis très curieux de voir ce que va donner le deuxième album. Vraiment. Allez, on poursuit l'exploration avec le Horror de Exhumed. Alors, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. Exhumed, groupe de death metal qui lorgne vers le grind. Et honnêtement, c'est une discographie qui est à rallonge. Bah, paraît que cet album, Horror, il est pas trop apprécié. Il y en a qui déplorent le côté un petit peu VHS, bah, tu vois, bandeur VHS, un peu rétro. Il y en a qui disent ouais, c'est trop facile et tout. Cet album il marche super bien. C'est, je crois que c'est même pas une demi-heure. Et vraiment, c'est ce que tu attends quoi d'un album de death grind. C'est efficace, ça va droit au but. Et honnêtement, c'est un album, ben, quand je l'écoute, j'ai que du plaisir. Voilà, un plaisir immédiat. Faut pas chercher plus loin parfois. Ça marche, c'est varié. C'est varié, non? Enfin varié. On dirait, mais c'est du death grind, comment tu veux que ce soit varié? Bah c'est varié dans le sens où, bah, en fait le morceau s'arrête au moment où il commence à être, on va dire, un peu redondant. Ça coupe au bon moment. C'est vraiment, vraiment très intéressant, très sympa. Enfin intéressant. Intéressant pour ta muscu, on va dire, pour ton sport. Et aussi, il y a un son vraiment qui vient te récupérer, qui vient wake up the dead. Un peu comme le Left Hand Path de Entombed. Alors c'est pas la même mayonnaise, bon... On est là sur les débuts du death suédois, on est sur une cover, j'aime bien l'arrière un peu dégueulasse et tout. On est vraiment sur le Chainsaw Riff, Pedal HM2, tout ça. C'est vrai que c'est super efficace, ça marche bien, je trouve que c'est un peu long, 40 minutes. En fait le problème qu'il y a, c'est comme c'est un son très particulier, eh bien quand t'arrives au morceau 8 sur 10, tu te dis ouais, c'est bon j'ai compris. C'est un peu le problème en fait de cette formule là, c'est qu'elle est très marquée. Et donc c'est assez facile de se dire ouais c'est un peu redondant. Mais quand même c'est en 90 ça. En 1990. Et moi ce que j'apprécie dans ce Left Hand Path, outre le côté historique et cultissime, qui fait que bah, il faut l'écouter, c'est quand même intéressant comme pour comprendre un peu plus la scène. Et pour aussi découvrir la diversité death metal. Et ben ce que j'apprécie dans cet album c'est qu'il y a pas mal de plans, pas mal d'idées de composition, pas mal de phases rythmiques aussi, qui m'évoquent le Leprosy de Death. Donc j'ai beaucoup de plaisir à écouter ce disque, même si parfois il est un peu long. Par contre, là, on passe à un gros morceau que, justement, on en discutait avec Lucas de Avaland. On disait que ce groupe de Brutal, il est un peu sous-coté. Des gens ont pu le comparer à d'autres groupes de Brutal, et c'est pas très sympa pour eux. C'est Disentomb. Alors Disentomb, j'en ai parlé plus d'une fois dans la chaîne. Je sais que
J'en avais parlé en 2019 où j'avais fait un peu un duel death metal. Parce qu'à l'époque il y avait Possessed et Descent Tomb, il y avait les deux. Donc justement j'avais parlé de Misery, non j'ai pas parlé de Misery, j'ai parlé de Decking Light face au dernier album de Possessed. Et voilà, Misery 2014, Decking Light 2019. Alors Descent Tomb, pareil, c'est un groupe qui défrayait un peu la chronique aux alentours de 2014, 2015, 2016, dans ces eaux-là. Parce que voilà, c'était une autre manière de faire le brutal qui était un peu différente. Et ça a pas mal fait parler d'eux. Et moi je me souviens que Misery, j'avais pas beaucoup apprécié, moi j'avais écouté, j'étais là, je sais pas trop, je sais pas si j'aime bien. Et en fait il faut savoir que en 2017, il y a eu la tournée Dying Fetus, Psychroptic, Beyond Creation et Descent Tomb en première partie. Et donc je les avais découverts en live, Descent Tomb, je les avais vus. Et en fait, ils avaient vraiment pas été dans de bonnes conditions, il y avait personne dans la salle. Le son était pas non plus hyper brutal et tout, enfin c'était un peu... Et puis le light show aussi était absent. Donc j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment apprécié le set. Mais je me suis pas dit tiens je vais acheter le CD. Et après je suis rentré chez moi. Une semaine après j'ai écouté Misery, je fais j'aurais dû acheter le CD. Bon c'est pas grave, je l'ai maintenant hein. Et Decking Light, pour moi en fait ces deux albums, tu peux pas les dissocier. C'est-à-dire que si tu écoutes Misery, après faut écouter The Decaying Light. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Parce que Misery, on est sur peut-être 29 minutes. C'est un brutal qui tricote. À la batterie, c'est dinguissime. Et justement, durant l'entretien avec Lucas, on a regardé la basse dans un morceau de Misery. C'est hyper technique, hyper shadé. Decaying Light, c'est beaucoup plus mesuré. L'album est plus long aussi. Je crois qu'il fait 45 minutes. Il y a beaucoup plus de morceaux. Et en fait vraiment le Decaying Light, il prend son temps, il y a plus de phases, il y a plus de variations, il y a plus de diversité. C'est pas les mêmes intentions. Là c'est la misère, c'est hyper violent, hyper brutal. Là c'est toujours brutal, mais ça déploie plus d'ambiance, plus de grands espaces, tu vois. Et moi ce que j'apprécie aussi dans ce Decaying Light, mais aussi dans Misery, on l'a aussi, c'est qu'en fait la fin d'un morceau, ça fonctionne comme un break. Dire ça joue, le morceau s'arrête et ça reprend comme si t'avais eu un break en plein milieu de morceau. J'aime beaucoup cette manière de composer qui est très dynamique finalement. Et ouais, Descent Tomb vraiment, on n'en parle pas assez et c'est pour ça que je suis content de les remettre en avant. Ah, par contre là on est sur du gros. Ah, de l'immense plaisir là, avec Soilwork. Ah, alors là, alors j'en parlerai dans le bilan 2024 parce que c'est un achat que j'ai fait cette année. Mais là, je vais faire très vite. Chain Out Machine, grosse tuerie. Faut l'écouter, c'est hyper bien fait. C'est du metalcore sous habit de melodic death. Après voilà, j'aime beaucoup aussi Predator's Portrait avec le morceau Shadow Child. D'ailleurs, je vois qu'il y a marqué un petit Recycled ici. J'ai pas fait mes recherches, mais non, ça c'est voilà. Je vais très vite là-dessus parce que ça c'est que du plaisir. Ça aussi j'en ai parlé dans le bilan mi-2024 parce que c'est un album que j'ai acheté cette année. Shadow Gallery, du groupe Shadow Gallery. Alors c'est un album que j'écoute assez peu parce qu'il est long. Il dépasse facilement l'heure. Et surtout il y a un dernier morceau de Queen of the City of Ice qui dure 17 minutes. Mais alors, quel plaisir. Mais quel plaisir. En fait, moi je pense que j'avais une version MP3 qui était un petit peu dégueulasse parce que sur CD, enfin... Le son il est vraiment sympa. Alors c'est vrai que Shadow Gallery c'est un groupe américain de métal progressif qui on va dire est un petit peu éclipsé quand tu compares à Dream Theater, Fates Warning, Symphonix, tout ça. Mais là en le réécoutant, eh ben j'ai plus senti les inspirations Queen's Reich, et The Warning, Operation Mindcrime, tout ça c'est une base tu vois qui est hyper présente. J'ai aussi vu les inspirations un peu Van Den Plas, le lien aussi avec Elegy. Et vraiment, en fait, il y a aussi un côté Savatage à certains moments. Mais vraiment, Question at End, enfin, il y a énormément de morceaux comme ça qui sont hyper variés en fait. Et parfois un peu heavy, dans le sens, c'est puissant quand même, ça envoie. Alors que globalement, on est sur quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, mais... métal, baroque, tout ce que t'as vu là, on essaye de faire quelque chose d'assez élégant et sophistiqué, néoclassique, on sait à jouer et tout. Mais vraiment c'est
c'est un disque qui est surprenant. Parce que si on a l'habitude d'un certain genre de prog, on va écouter ça, on va se dire ouais, c'est vachement tranquille. Moi j'ai envie de dire parfois un petit côté Disney metal. Par exemple Queen of the City of Ice. Enfin pour moi c'est, je sais pas, je m'imagine des choses. Enfin, j'ai la même sensation que quand je regardais un Disney quand j'étais enfant. Il y a un côté cocon, doudou dans ce Queen of the City of Ice. Mais ça c'est moi qui me fais mes propres mes propres liens. Parce qu'en plus voilà, c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté il y a 11 ans. Donc j'ai pas mal d'affect avec ce morceau là, Queen of the City of Ice. Mais ouais, c'est un album, enfin vraiment très très sympa, que moi j'apprécie beaucoup réécouter. Mais c'est vrai qu'il est long, hein, plus d'1 heure. À la fin tu te dis bon, j'ai passé un bon moment, mais après ça, il dure 1 heure pile. J'ai passé un bon moment, mais allez, après ça je vais me faire un peu de sport pour me réveiller quoi. Parce que faut un petit peu bouger quoi. On est sur la fin avec Hammerfall, Crimson Thunder. Et donc là je fais un shout out à la chaîne Ma Collection Metal. C'est une chaîne qui commence tout juste. Elle doit, je pense que Ma Collection Metal doit arriver peu à peu à 80 abonnés. Et j'apprécie beaucoup sa manière de parler. J'apprécie beaucoup aussi sa manière d'être face caméra. Et surtout c'est quelqu'un qui parle de power metal années 2000. Et c'est assez rare, donc voilà, je vais mettre un petit shout out à cette chaîne. Je mettrai sans doute un lien ici pour que vous puissiez aller voir. Et effectivement, quand il a parlé de Hammerfall, eh ben, je me suis relancé Crimson Thunder. Et en fait, j'ai appris pas mal de choses grâce à cette chaîne sur Hammerfall. Notamment, en fait, le fait que Hammerfall, en fait, il y avait beaucoup de membres de In Flames qui tournaient autour et tout. Enfin, c'est vraiment la scène suédoise, elle était. Franchement, il y avait pas mal de chaises musicales, on va dire. Et donc, Hammerfall, Crimson Thunder, c'est un album qui est mais conspué. Vraiment, il est pas aimé cet album. Tu regardes sur Metal Archives, il doit tourner aux alentours de 56%. C'est un album qui est vraiment pas aimé, hein. Alors que c'est que des tubes. Il y a que des tubes. Riders of the Storm pour commencer l'album, il est excellent. Earth and Fire, bon ok, c'est le tube incroyable. Enfin, c'est le tube de l'album, mais je comprends qu'on en soit fatigué, mais en même temps ça fonctionne quoi. On the Edge of Honor, Crimson Thunder. Trailblazers, moi c'est un morceau que j'écoutais en boucle quand j'avais 16-17 ans. Dreams Come True, c'est la balade de beau gosse, moi j'aime beaucoup aussi. Angel of Mercy qui est un peu plus mid-tempo. Bah alors, rien que pour The Unforgiving Blade. The Unforgiving Blade, c'est un de mes morceaux préférés. Mon épouse aussi l'aime beaucoup. Enfin vraiment, cet album, il est conspué, mais pourquoi Peut-être parce que les premiers albums montrent un peu plus la maestria des musiciens, parce que les musiciens d'Hammerfall, c'est pas des tanches, hein. On est sur du gros morceau, notamment le batteur, hein. Le batteur, en tout cas dans Crimson Thunder, il a joué avec Yngwie Malmsteen, et d'ailleurs il y a une reprise ici de Rising Force. Mais il est bon l'album. Après voilà, les notes, ça veut tout et rien dire, et puis les tendances aussi, ça veut tout et rien dire. Parfois, alors, là je fais un petit aparté. Parfois les consensus, bon, ils s'expliquent. Master of Puppets par exemple, il fait consensus parce que en 86, il a apporté quelque chose dans le thrash metal qui était différent. Mais honnêtement, moi, ayant écouté l'ensemble de la scène, enfin je dis l'ensemble de la scène, mais il y en a encore à découvrir. Mais en ayant creusé la scène années 80 américaine du thrash metal, j'ai découvert tellement de choses avec Toxic, Realm et même Watchtower. Enfin, Watchtower en 85. Ok, tu me mets ça à côté de Master of Puppets. Alors bien sûr, Master of Puppets a réussi à être populaire, a réussi à marquer un maximum de monde. Là où Watchtower, avec forcément Energetic Disassembly, c'était pas forcément très populaire, hein. En même temps, c'était pas fait pour. Mais je trouve qu'en termes de créativité et d'inventivité, Watchtower, Energetic Disassembly, ça n'a rien à voir avec Master of Puppets, c'est largement au-dessus. Mais voilà, donc en fait, Master of Puppets fait consensus parce que il a été populaire avec une formule particulière. Là où Watchtower, il n'a jamais été populaire. Mais justement, si tu commences à creuser, c'était un digger. Tu vas vraiment plus trouver chaussures à ton pied ou musique à tes oreilles avec Watchtower. Voilà, encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que pas parce que ça fait consensus que forcément il faut suivre la tendance. Et encore plus dans le métal qui se glorifie, se vante d'être contre-culture, tout ça. Dire faut prendre du recul. Et c'est pas parce que tout le monde dit que ce Crimson Thunder c'est de la merde,
bah que ça m'empêchera de l'aimer ou quoi que ce soit. Non, j'aime cet album. Voilà. Et c'est pas parce que tout le monde dit que Master of Puppets c'est un album influent, c'est vrai, c'est un album influent, on va pas déboulonner les statues, c'est un fait. Ouais, mais j'aime pas cet album, voilà, c'est tout. Et si on doit rester en Metallica, je préfère de loin And Justice for All, surtout la version, mais je sais que je le dis à chaque fois, la version And Justice for Jason, c'est-à-dire And Justice for All avec la basse, ça ajoute une charge, c'est vraiment super sympa, vraiment And Justice for All, en plus ça, je trouve que And Justice for All, alors, là c'est biaisé ce que je vais dire, moi j'aime beaucoup le thrash des années 90, notamment le Euthanasia de Megadeth, mais moi je préfère ce thrash metal qui est après And Justice for All, et en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup d'albums comme ça qui sont inspirés de And Justice for All, et c'est ceux-là qui me plaisent le plus, notamment Heathen, Victims of Deception. Il y a plein d'albums que Master of Puppets a inspiré, mais ces albums-là me plaisent pas. Donc voilà, parce que tout simplement Master of Puppets, je suis pas fan. Maintenant que j'ai dit des choses qui vont faire rager les puristes, mais je vous aime, hein, vous faites du reach, y a pas de souci. On passe aux deux derniers albums de la liste. On va commencer par un qui est hyper lourd, Gorguts, Erosion of Sanity. Alors là, honnêtement, c'est parce que comme tous les ans, j'ai mon tunnel suffocation. Et là, mon tunnel suffocation, c'est même plus un tunnel en fait. C'est l'autoroute sous la Manche parce que là, j'écoute du suffocation tout le temps, quoi. En même temps, vous le verrez dans le bilan, j'ai eu beaucoup de vinyles suffocation. Donc là, je les écoute en plein de fois. Et donc, Erosion of Sanity. Si suffocation, c'est fun et divertissant, ça ne l'est pas du tout. On est en 93. Et justement, je disais que Erosion of Sanity, c'est un peu le chaînon manquant entre Cannibal Corpse et Suffocation. Ah, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça maintenant ce que je dirais. Je dis plutôt qu'en fait, c'est Suffocation, mais qui joue sur la dissonance à fond. En fait, quand tu prends Condemned to Obscurity par exemple, ce qui est assez fascinant, c'est cette intro au piano qui est très inquiétante, qui joue sur la dissonance. Et en fait, la guitare électrique va rejouer ce piano en l'imitant. Et en fait, c'est vrai que Condemned to Obscurity, c'est pas fun. L'album n'est pas fun. Et c'est par exemple que le growl du chanteur de Suffocation à l'époque, c'était un growl qui était hyper caverneux, mais qui était en même temps très rythmé. Là, c'est un growl qui n'évolue pas avec la rythmique de l'album. C'est vraiment dérangeant. C'est un album qui se veut dérangeant. Alors, c'est très loin du Obscura sorti en 98 qui là, il est dans les terres de l'avant-garde. Mais c'est pas un album fun, ça. C'est pas un album efficace. Pourtant, il y a des parties qui vont rappeler du Suffocation. Il y a des parties qui vont rappeler le brutal début des années 90. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet album, parce que tu vois qu'il est entre deux. Il est à la fois dans le jus Brutal Death, Suffocation, et en même temps, il a un petit aperçu de ce que va devenir Gorguts dans les territoires de l'avant-garde. Donc il est juste dans cet entre-deux qui fait que, moi, je suis pas paumé avec Erosion of Sanity. C'est-à-dire c'est encore un territoire où j'arrive à avoir du plaisir. Et donc si on parle de plaisir, là on finit sur l'apothéose du plaisir, alors que c'est un album qui initialement, je savais pas si j'allais aimer. The Crimson Idol de Wasp. Donc ça c'est un album que mon grand frère m'a offert. Et c'est que moi, Wasp, c'est pas un groupe qui me parle. Je suis pas trop fan de hard rock. Alors j'aime bien le pornograffiti de Extreme, mais c'est que le hard, vraiment le hard rock, je sais pas, il y a des gimmicks qui me plaisent pas trop. Et donc Crimson Idol, je n'étais pas sûr. Et mon frère m'a dit, fais-moi confiance. Et pourtant je l'ai pas écouté tout de suite. En fait, il y a eu la vidéo Dans le secret des dieux avec Mathieu de Heavy Mavi, et ils ont parlé du Crimson Idol. Et c'était en 2021. À ce moment-là, j'avais le Covid. C'était en décembre, là. Donc là, moi, je tourne le 18 décembre. Donc c'était il y a 3 ans. Et donc, j'ai écouté ce podcast. Et tous les deux étaient d'accord pour dire que le son était incroyable. Surtout, le fracassement des tomes. Quand il y avait les descentes de tomes dans Crimson Idol, il y avait un son vraiment particulier. Les tomes ont une charge, une agressivité qui marche super bien. Et donc, quand j'ai écouté ce podcast, je me suis dit, bah écoute, on sort, on va écouter. Je suis covidé, j'ai rien à faire, je vais faire la muscu en écoutant ça. Mais cet album, en fait, mon frère aurait dû me dire, c'est du prog. Bah, oui, c'est du prog. C'est un album concept, justement sur Jonathan. Et donc ouais, c'est un jeune homme qui va vendre son âme au rock'n'roll. Et du coup, c'est un rise and fall classique, hein.
C'est pas une narration, on va dire, incroyable, c'est pas une histoire dinguissime. Mais c'est un album de prog, avec des fils rouges, avec des répétitions. Enfin, je veux dire, tu vas avoir des mélodies qui vont se répéter. Hein, tu vas avoir même des paroles qui vont se répéter. Tu vas avoir une progression dans les arrangements. Hein, I don't wanna be. Sauf qu'au début, c'est I just wanna be, tu vois. Je veux juste être le Crimson Idol. Et après, c'est je ne veux plus être. Parce que vendre son âme au diable, c'est pas bien. Oui, bon, c'est pas non plus du prog intelligent. Hein. C'est pas du prog qui va te faire grandir. Par contre, c'est du prog hard rock, mais monumental. Le son est dingue. En même temps, on est en 92. Donc là, en 92, ça sonne du feu de Dieu. Vraiment, enfin, le mix est parfait. Le mix est parfait. Et en plus, comme on est en 92, on a ce côté hard rock déclinant, hard rock décadent, avec d'un côté, voilà, cet aspect à l'ancienne des mélodies qui sont hyper engageantes, hyper radio-friendly. Sauf qu'on est dans les années 90, le grunge commence tout juste à s'installer, enfin même en 92, le grunge est déjà là. Hein. Et donc tu vas avoir ce côté désabusé, obscur, et ça se ressent dans le son. Il y a cet aspect face cachée du rock, les coulisses aussi. Alors de ce dont je me souviens, il y a un peu aussi une autocritique, un peu une observation des travers du leader de Wasp, qui, c'est une notoriété publique, est un gros con. Bon, il fait un peu son autocritique, mais en fait, il n'a pas changé grand-chose à skip. Voilà, je vous dis ça de mémoire, hein, corrigez-moi si je me trompe. Mais vraiment, enfin, l'album est chouette, l'album est divertissant. Tu ne vois pas passer le temps avec ça. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais en 92, on te fait sonner ça. Mais c'est excellent. C'est vraiment percutant, c'est dynamique, vraiment dynamique. C'est un tel plaisir, ce Crimson Idol. Oh, ah, moi, à chaque fois que je l'écoute, c'est un immense plaisir. Et c'est sur ça que nous concluons cette grosse pile de CD que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, comme ça je pourrais faire une deuxième partie, j'ai du matos en prévision. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire ces albums que vous avez redécouverts et que vous avez plaisir à réécouter après toutes ces années. En attendant de prochaines aventures, je vous rappelle qu'à mon roman Les Litanies de l'acier d'Heroic Fantasy, tous les détails sont en description. Il y a mon Instagram, mon Twitch, tout ce qu'il faut. Pensez aussi au like, au partage, à l'abonnement, ça donne de la force et c'est hyper gratifiant. Et puis j'ai parlé d'albums de plaisir, donc continuons la chaîne, plaisir, plaisir, plaisir. En attendant de prochaines aventures, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.